Dans ces événements, comme vous le savez, une jeune fille est décédée qui venait d'avoir 15 ans. 3 blessés de respectivement 15 et 16 ans. Dans les blessés, 2 garçons et une jeune fille. Le mis en cause, quant à lui, qui est dans l'établissement depuis 2021, puisqu'il y est arrivé au collège avant d'y être au lycée. Il est arrivé en 2021, lui-même venant d'avoir 16 ans. La matinée dans cet établissement scolaire s'est déroulée tout à fait normalement, pas d'incident. Le mis en cause était présent, a assisté aux cours, notamment de SVT qui s'est tenu le matin sans incident, sans se faire remarquer, rien de particulier. Tout commence en réalité aux alentours de 12 heures, heure à laquelle le jeune mis en cause se rend dans les toilettes du premier étage du bâtiment dans lequel se trouvent par ailleurs les 2 classes dans lesquelles les événements vont se produire. Il se rend dans ces toilettes où il reste un certain nombre de minutes, au moins 10 minutes si ce n'est pas plus, et dans les toilettes il va faire un certain nombre de choses. D'abord il va déposer son sac à dos dans lequel les services de police trouveront plus tard une réplique de pistolet de Colt 45 dont il ne fera pas usage mais qui se trouve dans ce sac à dos. Il laisse dans ce sac à dos son téléphone, dans les toilettes 2 couteaux, un couteau dont il se servira, d'une lame de 20 cm à peu près, un deuxième qu'il aura dans sa poche dont il ne se servira pas. Au cours de ce moment dans les toilettes, il écrit, nous y reviendrons, quelques phrases au mur, nous reviendrons sur les écrits en question. Au cours de cette période dans les toilettes, il se scarifie avec son couteau sur le front. Tous les témoins présents ont pu le constater. Et à 12h15, donc on sait qu'il a dû y rester aux environs d'un quart d'heure, à 12h15, il a envoyé le mail dont tout le monde, ou presque, a eu connaissance et dont on reparlera. Mail qu'il a envoyé, comme vous le savez, à ses camarades de classe. À 12h30, donc il quitte les toilettes, se rend dans la première classe dans laquelle il ira, une classe de seconde, dans laquelle se dispense un cours de mathématiques, avec 30 élèves à peu près présents dans la classe. Il est à visage découvert et il reste sur le pas de porte et demande à ceux qui sont présents dans la classe à savoir si l'un de ses camarades, dont il donne le nom et le prénom, se trouve présent. Les élèves présents ainsi que la professeure indiquent à ce mis en cause que non, le jeune qu'il recherche n'est pas présent, et donc le jeune mis en cause fait demi-tour et retourne aux toilettes. Dans les toilettes, à ce moment-là, il fait 2 choses. D'une part, il se masque le visage avec un masque. En tout cas, le visage est intégralement masqué et tous les événements qui vont suivre seront à visage complètement dissimulé sans qu'il ne soit possible de le reconnaître, d'une part. Et tous les événements qui vont suivre, il ne prononcera strictement aucune parole. Dans les toilettes, donc, il met ce masque, il récupère le couteau avec la lame de 20 cm en laissant l'étui sur place, et il se rend dans la même classe dans laquelle il venait d'aller pour demander la présence d'un de ses camarades. Dans cette classe-là, sans parler, il s'en prend immédiatement et exclusivement à une seule personne, qui sera la jeune fille qui décédera des suites des coups de couteau qu'il lui aura donnés. Dans cette première salle de classe, et donc devant tous les élèves et la professeure, le mis en cause donnera des coups de couteau exclusivement sur cette jeune fille. L'autopsie ayant eu lieu ce matin, on est maintenant très informé sur la violence de l'action et notamment le nombre de coups de couteau qui ont été donnés par ce jeune homme, puisqu'il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime. La plupart, voire l'intégralité des coups de couteau ont été donnés
sur le haut du corps, sur le crâne, dans la gorge, mais les coups de couteau qui seront les plus mortels sont les coups de couteau sur la veine, dans la veine jugulaire, qui vont trancher la veine jugulaire, ainsi que la carotide. Donc un nombre considérable de coups de couteau. La victime a subi ces coups de couteau à la fois quand elle était debout, avant de tomber à terre, et tous les témoins présents indiquent qu'il a continué à s'acharner sur elle alors qu'elle était tombée à terre. Je n'ai pas besoin de vous décrire évidemment la panique qui s'est emparée des élèves présents qui ont assisté à toute la scène, ainsi que de la professeure de mathématiques. La professeure de mathématiques réussit avec un certain nombre de ses élèves à quitter la pièce. Et le jeune homme, à ce moment-là, quitte la pièce également, traverse le couloir et se rend dans la pièce d'en face, où se dispense un cours d'anglais, avec des élèves à la fois assis sur des chaises, puisque la professeure d'anglais diffuse un film, et certains élèves étant par ailleurs assis sur les tables. Le jeune homme entre dans cette pièce, le couteau à la main, et sans distinction aucune et au hasard, s'en prend à 3 étudiantes, donc ceux dont j'évoquais tout à l'heure l'âge et le sexe, 2 garçons, une jeune fille, dans un ordre qui reste à déterminer. En réalité, c'était les 3 étudiants qui étaient le plus proches de lui. Des coups de couteau sont donnés sur ces 3 personnes. Une première jeune fille prend quelques coups de couteau non graves. La deuxième victime, un jeune homme, prend des coups de couteau un peu plus graves. Et le troisième jeune homme, donc la troisième victime, également un jeune homme, prend des coups de couteau encore plus graves sur la partie haute du crâne, du corps, dont notamment un ou plusieurs sur le crâne. Le jeune homme en question tombant par ailleurs par terre, se recroquevillant pour se protéger et continuant d'ailleurs de prendre à cette occasion des coups de couteau. Cette dernière victime a été transportée le plus rapidement ultérieurement, mais très rapidement à l'hôpital où, comme vous le savez peut-être, il a été hospitalisé, opéré dans la soirée, puis mis en réanimation. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, puisque la question a été posée, il est hors de danger, et d'ailleurs il a pu être entendu par les services de police ce matin. Je n'ai pas besoin de décrire, puisqu'on est dans des événements que vous imaginez, la scène de panique également présente au moment de cette deuxième partie des événements, avec ceci de particulier, c'est que certains des élèves présents dans cette deuxième classe et pendant le cours d'anglais auraient bien essayé et eu envie, ainsi que la professeure d'anglais, de quitter la pièce, ce qui n'était pas possible parce que l'une des 2 portes de la classe en question étant fermée et l'agresseur étant devant la porte ouverte, un nombre important d'élèves sont restés dans la pièce. Entendant l'ensemble des hurlements qu'il y avait à l'étage, un technicien en informatique se trouvant en rez-de-chaussée est monté très vite. Et il s'est rendu immédiatement dans la 2e salle de classe où il y avait donc les 3 victimes du jeune mis en cause. En entrant dans la pièce, il voit de dos le mis en cause avec le couteau à la main, et donc il décide de lui asséner un coup de chaise dans le dos et sur le crâne. Le jeune mis en cause, le couteau à la main, se retourne et décide à ce moment-là de vouloir s'en prendre à ce technicien en informatique qui venait de mettre un terme aux violences qu'il était en train de commettre. Le technicien en informatique s'en rend compte, quitte la pièce, court dans le couloir jusqu'à ce que le mis en cause, avec son couteau, le suive et le prenne donc en chasse. Le technicien en informatique parvient à se retrouver, et en tout cas à faire en sorte que le mis en cause se retrouve pris dans une sorte de sas duquel le mis en cause ne pouvait plus ressortir. C'est engagé alors un dialogue rapide entre le personnel présent
Et le jeune homme qui a, à ce moment-là, qui s'est un peu calmé et qui a accepté de déposer le couteau qu'il avait à la main, ainsi que le petit canif qu'il avait dans sa poche. Les policiers venaient d'être avisés et sont arrivés, nous y reviendrons tout à l'heure, moins de 10 minutes après avoir été contactés, 8 minutes exactement. Se sont donc emparés du mis en cause, l'ont ramené au service pour le placer en garde à vue. Voilà les événements factuels. Je n'entre pas dans plus de détails, je crois que je suis déjà allé assez loin. Ce que je voudrais évoquer avec vous, devant vous maintenant, c'est évidemment la personnalité du jeune mis en cause, personnalité sur laquelle je voudrais donner 4 informations. La première information, c'est que c'est un jeune décrit par tout le monde comme étant extrêmement solitaire. Peu d'amis, voire pas du tout, peu de dialogue avec grand monde, personnalité qui a inquiété sa mère, puisque c'est un jeune qui vit avec sa mère, puisque les parents sont séparés, à telle enseigne que sa mère a estimé opportun de faire en sorte qu'il rencontre des personnels éducatifs de la maison des adolescents de Nantes. Ce jeune a donc, à 6 reprises, eu des entretiens à l'initiative de sa mère, présente au début, puis a laissé le jeune avec les éducateurs de la maison des adolescents de Nantes. Depuis janvier, ce jeune avait donc à 6 reprises rencontré des personnes susceptibles de l'aider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans cette personnalité, il résulte assez clairement une forme et une certaine fascination pour Hitler. Cette fascination a été repérée par le personnel enseignant de l'école dans laquelle il était, puisqu'il dessinait, donc Hitler, de sorte que le personnel éducatif a été également inquiété par ce comportement et il a été convoqué avec sa mère devant le sous-directeur de l'établissement scolaire la veille des vacances de Pâques. Dialogue au cours de laquelle le directeur adjoint a évidemment expliqué à ce jeune que cette fascination n'était sans doute pas la meilleure chose qui pouvait le concerner, que c'était sans doute pas l'idéal pour lui. Troisième trait de personnalité, il s'agit d'un jeune à l'évidence suicidaire. Des éléments factuels le révèlent, puisque j'évoquais tout à l'heure que dans les toilettes, au cours de son premier passage dans les toilettes, il avait écrit au feutre sur les murs un certain nombre de phrases, l'une d'entre elles étant qu'il souhaitait qu'on lui tranche la gorge. Une autre phrase était différente, puisqu'il déplorait qu'on ignore ses mots, mais il espérait qu'on n'ignore pas l'existence de sa lame. Mais une tendance suicidaire relevée à cette occasion, relevé également par le médecin dont on parlera tout à l'heure qui l'a vu en garde à vue, le psychiatre, à telle enseigne que ce jeune va sans doute rejoindre, mais on y reviendra, une unité susceptible de traiter cette tendance suicidaire. Quatrième trait de personnalité qu'il faut quand même relever, c'est un jeune élevé par sa mère, qui entretenait d'excellentes relations avec sa mère, et sa mère ayant fait, vous l'avez compris, des démarches pour l'aider, et donc il était extrêmement entouré par sa mère. Des relations moins fréquentes avec son père, plus difficiles, en tout état de cause, donc un jeune élevé par des parents divorcés et dont la mère s'occupait énormément. Je voudrais maintenant évoquer avec vous les hypothèses de mobile, évidemment, concernant ces événements. Lui-même n'en donne aucun dans son audition en garde à vue, ou plus exactement, il a l'air de dire qu'il pourrait en donner plusieurs. Donc, à l'heure où nous parlons, où je vous parle, il n'y a absolument aucun mobile susceptible d'être évoqué devant vous d'une façon certaine. Sa personnalité, dont vous vous doutez bien qu'elle est évidemment complexe et qu'il faudra l'explorer par les médecins dont c'est le métier, des psychiatres, des experts,
sur les mobiles, nous n'en avons pas en tant que tels. Il y en a qu'il faut écarter. Le premier mobile qu'on peut écarter, c'est une potentielle relation affective avec la jeune fille qu'il a tuée. Le paradoxe dans ce dossier, c'était que cette jeune fille qu'il a donc tuée, comme on l'a indiqué tout à l'heure, était la seule personne de ce lycée et de ses connaissances avec laquelle il pouvait avoir un dialogue qu'il estimait, lui, être de qualité. Donc, lorsqu'il entre dans la pièce et qu'il lui assène les coups de couteau en question, il ne la prend pas, contrairement aux 3 autres qui vont suivre. Ce n'est pas par hasard qu'il s'en prend à elle. C'est la seule personne avec laquelle il entretient de bonnes relations au sein du lycée. Quand je vous dis qu'il faudra explorer sa personnalité, vous me comprenez évidemment. Troisième chose qu'on peut dire, c'est le contenu du message électronique qu'il a envoyé à 12h15, qui a été largement diffusé, et dans le détail duquel je ne reviendrai pas, sauf à dire que le contenu de ce message contient, donc pêle-mêle, un certain nombre de dénonciations concernant la mondialisation, concernant les méfaits de la technologie, concernant les méfaits de toutes les formes d'atteinte à l'écologie, concernant les méfaits des violences sociales, en tout cas c'est comme ça qu'il les appelle, et enfin concernant les méfaits d'une société de l'information qu'il qualifie de totalitaire. Ce message électronique, il indique l'avoir rédigé lui-même. Beaucoup de choses laissent à penser que ce sont des choses qu'il faudra effectivement vérifier. La qualité de la prose utilisée dans ce message peut effectivement nous questionner sur son auteur réellement. En tout cas, lui indique que c'est lui. Je précise en termes aussi d'explication et de mobile, ce jeune n'indique pas, et même quand on lui pose la question, indique n'avoir fait l'objet d'aucun harcèlement, ni à l'école, ni ailleurs, sauf à préciser qu'il avait quelquefois le sentiment qu'on le traitait un peu différemment des autres, mais il ne fait de reproche à personne à cet égard, et donc nous ne sommes pas dans l'hypothèse d'un harcèlement. Et vous êtes bien sûr Europe 1 sur CNews et nous suivons en direct la conférence de presse du procureur dans le drame de Nantes. Qu'il avait des contacts avec elle, qu'il l'appréciait. C'est pas une jeune fille qui était dans sa classe. On a compris qu'il n'était dans aucune des 2 classes en question. En revanche, il l'avait rencontrée à l'occasion d'un séjour scolaire de l'établissement à Rome il y a quelque temps. Je terminerai ici en vous indiquant que donc la garde à vue, il a été mis fin à la garde à vue aux alentours de 20h hier, le psychiatre ayant estimé que cette mesure n'était pas compatible avec l'état de santé. Il a été donc hospitalisé et donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il est probable que très rapidement il soit pris en charge par une unité psychiatrique pour adolescents suicidaires spécialisée dans la question et qui n'est d'ailleurs pas dans notre département ni dans notre région. Je voudrais terminer simplement en indiquant ici, ça me semble important, qu'il faut saluer la qualité du travail effectué par la police nationale dans ce dossier. Il faut savoir qu'en quelques heures, donc en fait au cours de cet après-midi, le commissariat de police, dont on vous donnera quelques détails sur les effectifs déployés, a pu procéder à pas moins de 70 auditions sur place, donc c'est-à-dire plus que les 2 fois 30 élèves qui étaient présents dans la salle, dans leur salle de classe. Que ce dispositif a été mis en place extrêmement rapidement, et je voudrais aussi saluer la collaboration extrêmement fructueuse, efficace et faite dans un état d'esprit tout à fait exceptionnel des autorités éducative de ce lycée privé. Je voudrais aussi saluer la qualité du travail des pompiers, dont une partie des psychologues a pu assister les parents de la victime lorsqu'ils se sont présentés sur les lieux, ainsi qu'assister à tous les élèves qui ont pu être traumatisés par les événements qu'ils ont vécus.
Et puis donc toutes les personnes présentes et l'ensemble, et la police nationale aussi, puisqu'elle a eu sa part dans ces événements en termes de traitement et de prise en compte dans le courant de l'après-midi. Ce sont quand même des choses que je voulais indiquer parce que c'est un dossier particulièrement complexe et les moyens déployés par la police nationale doivent ici être salués. C'est le moment peut-être où je vais laisser la parole à monsieur Eudes qui va vous dire et vous donner quelques détails sur le dispositif qui a été déployé et quant à moi je reviendrai après vers vous et répondrai aux quelques questions qui pourraient m'être posées. Merci monsieur le procureur. Donc avant de vous expliquer en quelques mots rapides les modalités de notre intervention sur cet événement particulièrement tragique, j'aimerais exprimer en mon nom mais également au nom des policiers de Nantes notre plein et entier soutien aux familles et aux proches des victimes sur cette agression particulièrement terrible. J'ai une grande expérience policière, une longue expérience policière, mais j'ai été particulièrement touché, comme mes collègues, sur cette intervention particulièrement difficile. Je tiens à préciser que, par exemple, certains policiers, comme vous en doutez... Ils veulent que je me tire devant le micro. On va re-switcher. Donc je reprends, je voulais simplement vous signaler qu'on a par exemple des policiers du commissariat, comme j'imagine ailleurs, qui ont leurs propres enfants par exemple dans cet établissement. Donc vous imaginez bien que c'est une intervention particulièrement difficile et donc on est très conscient de la douleur de tout le monde. Sur les modalités de notre action, donc évidemment on a été avisé, comme vous l'avez dit monsieur le procureur, vers 12h36 exactement. En 8 minutes, on était sur place, l'individu était menotté. Donc voilà, donc je tiens à souligner la très grande réactivité après l'appel sur cette intervention qui a été réalisée évidemment en collaboration, j'allais dire, avec le personnel éducatif qui avait pris les premières mesures pour l'isoler et le neutraliser. Mais enfin, 8 minutes, c'est à retenir. L'objectif rapidement, ça a été évidemment de mettre en sécurité les élèves, de s'assurer qu'on n'ait pas un deuxième auteur en action. Quand on a des premiers éléments comme ça qui tombent, on a des heures d'information partielle, donc on prend en compte évidemment la sécurité des élèves sur place. On met en place une procédure de confinement. C'est ce qui a expliqué qu'on les ait séparés. On traite évidemment, on met en place la chaîne de secours en liaison avec les secours, que ce soit les pompiers ou le SAMU. On participe à la mise en place de cette chaîne de traitement des blessés en assurant des périmètres de sécurité. On a déployé rapidement des effectifs autour de l'établissement. On a également assuré la préservation des lieux, évidemment, pour l'enquête à suivre. Ça, c'est très important. On a mis en place également un PC de crise, à la fois au niveau de la DIPN, mais également sur site, qui permet, avec les différentes autorités, chacun dans son spécialité, de coordonner l'action. Vous imaginez qu'il faut aller vite, mais il faut le faire de façon coordonnée et efficace. Pour être justement efficace dans la réponse que nous avons à apporter sur différents sujets. On a enfin relevé les premiers éléments d'enquête, comme le disait le procureur. On a mobilisé énormément de moyens, je vais y revenir, pour préserver les lieux où les faits venaient d'être commis, tout en assurant la bonne opération de secours, assurer les évacuations. On a mis en place par exemple des motards qui ont permis de escorter les évacuations vers l'hôpital. On a également, évidemment, avec nos enquêteurs, recueilli les premiers éléments d'enquête nécessaires à l'enquête qui se déroule toujours, évidemment, à l'heure où je vous parle. Quelques mots sur les moyens mobilisés, je ne voudrais pas être trop long. Environ 150 policiers de la DIPN de Loire-Atlantique, assistés par la CRS, qui a été rapidement mobilisée pour nous conforter, également des militaires de l'opération Sentinelle, pour réaliser l'ensemble des opérations dont je vous ai parlé avant, du périmètre de sécurité à la préservation des élèves confinés, à la mise en place de toutes les opérations d'évacuation. Plus de 50 enquêteurs du SIPJ, le service interdépartemental de police judiciaire de la DIPN, mobilisés en quelques, minutes. On est vraiment dans une gestion très rapide pour réaliser, comme vous l'avez dit, monsieur le procureur, les auditions, la relevée des traces et indices et assurer un bon déroulé de l'enquête. Évidemment, c'est fondamental également. Et donc, on a pu lancer ça très rapidement. J'attire également l'attention sur la cellule de soutien psychologique, la fameuse CUMP du SAMU qui a été mise en place et avec laquelle on a travaillé
également. Donc voilà un peu quelques éléments pour vous expliquer la façon dont on est intervenu. C'est un process sur lequel on s'entraîne. Vous le savez, la gestion de ces événements de crise, voilà, surtout dans les établissements scolaires. La DIPN 44, comme ailleurs en France, organise régulièrement, et on l'a déjà fait dans des établissements scolaires, les modalités d'intervention quand on est confronté à ce type d'événement particulièrement tragique, pour agir avec le meilleur professionnalisme, la meilleure efficacité, la plus grande rapidité, tout en préservant au maximum, évidemment, le nombre de vies possible. Voilà ce que je peux dire, monsieur le procureur.